Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes venus chez Léon Landini, que vous connaissez peut-être. Léon donc est un grand résistant communiste français. Donc tu es notamment un grand mutilé de guerre suite aux tortures que tu as subies pendant ton internement. Ancien officier FTP MOI, officier de la Légion d'honneur, médaillé de la Résistance, et tu as été aussi décoré par l'Union soviétique pour ta participation au combat contre le nazisme. Tu es aussi président de l'amicale des anciens FTP MOI des bataillons Carmagnole Liberté. Voilà, et donc tu es né en 1926 dans le Var, au sein d'une famille italienne immigrée en France, fuyant la répression du fascisme. Alors aujourd'hui on va parler de la résistance, et on va aussi dénoncer toutes les falsifications historiques qui sont commises sur la résistance aujourd'hui par notamment Michel Onfray et bien d'autres. Donc la première question que j'avais envie de te poser, Léon, tu dis souvent que tu as tété du lait rouge. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que cela veut dire? Oui, d'abord commençons avec l'arrivée du fascisme en Italie. Mon père, Aristide, militant communiste et conseiller municipal de son village, a dû fuir l'Italie car il était poursuivi à coups de fusil par les fascistes. À l'âge de 10 ans, le 24 juillet 1921, je m'en souviens encore, avoir vu de braves gens évoquer l'arrivée des fascistes dans leur village. Voici comment ils se remémoraient cette journée. C'était le 24 juillet 1921, un dimanche matin, très tôt, alors que tout le monde dormait encore, arrivèrent dans le village plusieurs camions de fascistes venant de la préfecture et guidés par des carabiniers. Ils commencèrent à taper violemment contre les portes des maisons. Au fur et à mesure qu'un homme sortait, il était abattu. Ce jour-là, ils laissèrent sur le sol 11 cadavres, des dizaines de blessés et plusieurs maisons brûlées. Après cette journée d'épouvante, mon père fut poursuivi à 3 reprises à coups de fusil par les fascistes. Vous comprendrez facilement qu'un enfant qui entend un tel récit et qui voit sa mère pleurer en se remémorant cette journée de tuerie, c'est pour lui un souvenir qu'il n'oubliera jamais, et la haine du fascisme ne s'éteindra plus dans sa mémoire. Tout petit, quand j'entendais raconter les exactions fascistes, j'étais profondément bouleversé. Aujourd'hui encore, c'est pour moi un souvenir qui m'émeut, et c'est ce qui me fait dire que j'ai tété de lait rouge viscéralement antifasciste. Après cela, mon père a dû quitter provisoirement, pensait-il, son pays, et il se réfugia en France, en Meurthe-et-Moselle exactement, où il trouva du travail dans les mines de fer. À peine arrivé en France, il s'engagea immédiatement dans une vie politique et syndicale très active. En octobre 1922, après la prise du pouvoir par Mussolini, convaincu qu'il ne pourra pas retourner de sitôt dans sa Toscane natale, il demanda à son épouse Viola et à ses 2 enfants, Arnolfo Di Roger et Lina, de venir le rejoindre. Mais en France, militant communiste, il avait très vite été remarqué par son engagement et comme étranger, il craignait une arrestation et une expulsion suite à ses activités politiques et syndicales. Alors il décida avec sa famille de quitter la Meurthe-et-Moselle. Ils partirent tous s'installer au Muy dans le Var, où se trouvait déjà une importante colonie de réfugiés antifascistes italiens venant de sa région et pour certains venant même de son village. C'est au Muy qu'en 1926, je vins au monde et ma sœur Hermine arriva 1 an plus tard. Durant des années,
notre maison de famille devint un lieu de rassemblement pour tous les communistes du coin. Il faut vous dire que, avant de venir en France, beaucoup de ces Italiens avaient été persécutés par les fascistes et à cause des maltraitances reçues, ils avaient presque tous le communisme chevillé au ventre. Mon frère Roger, de 12 ans mon aîné, a été un exemple pour moi. Militant communiste dès son adolescence, il participe en 1940 avec un de ses camarades au déraillement de 8 wagons allemands de marchandises dans la gare de triage de Fréjus, créant un bel embarras pendant plusieurs jours sur la ligne Ventimille-Paris, alors que la Côte d'Azur n'était pas encore occupée. En 2015, tu as sorti un livre qui est un recueil d'articles sur la résistance et l'engagement politique. Dans un de ces articles, tu réponds notamment aux falsifications historiques de Michel Onfray sur le rôle des communistes dans la résistance. Une critique couramment adressée aux communistes et qui est reprise par Onfray ou par Claude Collin dans son dernier ouvrage « Les étrangers de la MOI dans la résistance », qui consiste à dire que les communistes ne seraient entrés en résistance qu'après le début de l'opération Barbarossa lancée par Hitler contre l'URSS le 22 juin 1941. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de l'activité des communistes dans la résistance avant cette date? Et y avait-il d'autres partis politiques qui ont combattu avant ou après 1941 en tant que parti politique? Il me paraît relativement facile de répondre à cette question. Mais afin qu'on ne m'accuse pas de parti pris, je vais donner la parole à Gilda qui va nous lire les textes de 2 personnages qui ne sont pas communistes. Mais voici 2 personnages que ni Onfray ni Collin n'osent contredire, car ils se ridiculiseraient. Toutefois, voici 2 citations qui vont m'éviter de débattre avec ce genre d'individu pour lequel je ne ressens que du mépris. Il s'agit tout d'abord, Gilda va vous lire une lettre datée du 10 mars 1956 de Jean Brulaire, dit Vercors, au général de Gaulle. Vercors, je le répète, n'était pas communiste. Alors, je les lis rapidement, bien sûr. Et Vercors dit au général de Gaulle, « Pourquoi a-t-il fallu que je retrouve sous votre plume les calomnies ordinaires que l'on porte contre les communistes? Car, mon général, je mentirais par omission en ne témoignant pas pour eux. C'est justement parce qu'il est évident que nos historiens futurs puiseront, presque tout ce qui concerne cette période, dans vos mémoires, et probablement dans eux seuls, que je me suis attristé d'y trouver une erreur historique. Cette erreur historique qui consiste, et qui continue, qui risque de se perpétuer, et qui dit que, par exemple, je ne parlerai que du court message, quelques lignes, où vous reprenez contre les communistes français l'accusation courante de s'être abstenus d'entrer dans la résistance jusqu'à l'entrée en guerre de l'URSS. Vous objectez à mon témoignage, oui mais c'était seulement quelques individus, quelques individualités, mais c'est là justement que se trouve l'injustice à leur égard. Cependant, quel autre parti a édité clandestinement une revue résistante dès 1940? Les radicaux? Les socialistes? Les modérés? Quel réseau issu d'un parti a fonctionné avant les partis communistes? Penseriez-vous à reprocher aux autres ces longs mois à hésiter et à se chercher, à s'organiser? La première lettre que j'ai reçue en août 1940, qui m'appelait à la résistance, était signée du communiste Jean-Richard Bloch. La première réunion à laquelle j'ai assisté en octobre 1940 chez le poète Arcos s'était faite à l'initiative du même, accompagné du communiste Joliot-Curie, du communiste Vallon, du communiste Maublanc, du communiste Francis Jourdain. La première revue clandestine fondée en décembre 1940, La Pensée libre,
était une revue communiste. Le premier organe clandestin des intellectuels résistants fut fondé en avril 1941 par le communiste Jacques Descours, fusillé en 1942. Et l'un des tout premiers résistants que j'ai pratiqué fut arrêté presque sous mes yeux, puis torturé à mort. Et c'était le communiste Hollweg. Voici à présent quelques lignes d'un ouvrage écrit par Henri Noguère, ancien président de la Ligue des droits de l'homme, ancien résistant et historien, qui lui non plus n'était pas communiste. Il écrit: Je pense que c'est faire un injuste procès à un grand nombre de résistants et faire insulte à de nombreux morts communistes que de propager cette idée reçue selon laquelle la résistance n'aurait commencé pour le Parti communiste qu'au lendemain de l'agression contre l'URSS. Tillon à Bordeaux, Marcel Paul en Bretagne, Romajon en Champagne, Ouzoulias à Paris, Lecoeur dans le Nord, et ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres, ont regroupé dès 1940 tant de militants communistes dans la résistance active, notamment en créant l'organisation spéciale, l'OS, dès octobre 1940, qu'il n'est pas convenable, ni même simplement décent, de prétendre, comme l'ont fait tant de mémorialistes à mémoire courte et sélective, et tant d'historiens à vue basse plus soucieux d'atteindre leur objectif que de faire preuve d'objectivité, que seuls des communistes agissant à titre individuel ont participé au combat de la résistance pendant toute la première année. Et toutefois, il ajoute, s'il est une supériorité que nul ne peut contester aux communistes, c'est la part déterminante prise par la résistance communiste dans le domaine de l'action directe. Ils ont été pendant longtemps uniquement les seuls à frapper l'occupant en multipliant les attentats individuels, les embuscades, les sabotages ferroviaires, les attaques de locaux, l'ensemble de la résistance, en reconnaissant par la suite la nécessité de donner prioritaire à l'action immédiate, rendra hommage à la tactique de guérilla à outrance préconisée par les FTP. Pour rappeler l'engagement du Parti communiste, et cela bien longtemps avant que les autres partis politiques, il me semble qu'il est indispensable de commencer par rappeler ce que fut la guerre d'Espagne. En effet, en 1936, dès que la guerre d'Espagne a débuté, seuls les communistes ont appelé leurs adhérents et amis à s'engager dans les brigades internationales, alors qu'au même moment, le socialiste Blum, président du Conseil de notre pays, 14 jours seulement après le début de la guerre, a signé un accord de non-intervention. Il me semble utile de mettre en évidence que le gouvernement français fut amené devant l'héroïsme et les combats acharnés que menèrent les brigadistes pour la défense de l'Espagne et de la France. Le ministre français de la Défense leur a accordé quelques années plus tard la carte de combattant, confirmant ainsi qu'ils furent les premiers de tous à avoir pris les armes pour combattre non seulement les fascistes espagnols, mais également les 150 000 soldats italiens et allemands qui étaient accourus au secours de Franco. Non, les communistes n'ont pas attendu l'invasion de l'Union soviétique, ni le coup de feu de Fabien pour porter des coups à l'occupant et à ses valets de Vichy. Permettez-moi tout de même de citer ici quelques-unes des actions effectuées par les communistes alors que d'autres attendaient déjà le jour J. La création de l'OS, organisation spéciale du PCF, qui avait à l'origine la charge de protéger les imprimeries clandestines ainsi que les cadres du parti pourchassés par la police française, fut
au lendemain de la libération, officiellement homologuée par le ministre des Anciens Combattants comme unité combattante à partir d'octobre 1940. Parmi les initiateurs et animateurs de l'OS se distinguèrent particulièrement les combattants des brigades internationales en Espagne, des hommes qui paieront de leur vie la gloire des premières armes. Dès 1939, seul le Parti communiste avait été interdit, alors qu'il appelait déjà la résistance. Inversement, à ce moment-là, ce sont des députés socialistes qui avaient, dès janvier 1940, à la tribune de l'Assemblée nationale, réclamé la peine de mort contre les députés communistes. Toute une série d'actions différentes ont été accomplies un peu partout en France, et non par des individus, mais à chaque fois au nom d'un idéal, l'idéal communiste, au nom de la liberté, de l'indépendance de la France, de la justice et de la paix. Voici, pour confirmer mes dires, quelques lignes de la dernière lettre écrite à son épouse par Joseph Epstein. Joseph Epstein était le commandant de Manouchian. Il fut arrêté en même temps que lui. Il fut fusillé. Mais avant d'être exécuté, il subit pendant plusieurs semaines d'effroyables tortures. Il écrivit à sa femme « Fidèle jusqu'à mon dernier souffle à mon idéal » et termine sa lettre par « Vive la liberté et vive la France ». À présent, voici les principaux terrains d'activité des FTP-MOI en 40 et 41. Le sabotage des lignes téléphoniques. J'ai personnellement commencé à les saboter alors que je n'avais que 15 ans. Des centrales électriques. Le sabotage des voies ferrées comme le fit mon frère en 1940. Incendie de véhicules. Déraillement de trains allemands comme ce fut le cas dans le Nord dès le mois d'août 1940 par un groupe de jeunes communistes ou à Dijon en décembre 1940. Certains auront même le courage, après cette brève période, d'attaquer des soldats allemands, comme ce fut le cas à Brest, ou encore, comme autrefois, dans le Nord, par le même groupe de combattants dont je viens d'en parler. Enfin, comment pourrais-je oublier de parler de la grande grève des mineurs du Nord en mai et juin 1941. La plus grande grève dans toute l'Europe occupée, grève organisée par les communistes qui paieront un lourd tribut, plusieurs centaines de fusillés, guillotinés ou déportés, et dans laquelle les femmes ont joué un rôle essentiel. Toutefois, il me semble utile de mettre en évidence que les FTPF et les FTP-MOI ont été homologués unités combattantes par le ministère des Armées à partir du 1er mai 1941. Mais ce n'est que le 15 mars 1944 que le programme du Conseil national de la résistance a préconisé la lutte à outrance. Alors, la lutte armée. Juste 2-3 citations pour illustrer ce que vient de dire mon père. Citation de personnages historiques, cela va de soi. Pierre Villon a été l'un des fondateurs du programme du Conseil national de la résistance. Il a déclaré « Les FTP-MOI, fer de lance de la résistance armée française, se sont couverts de gloire dans la lutte contre l'occupant. Charles Tillon, qui était le commandant national des FTPF et des FTP-MOI, les FTP-MOI, donc francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, donc les FTP-MOI de Carmagnole-Liberté, bataillon auquel a appartenu mon père, un des plus beaux fleurons, si ce n'est le plus beau fleuron de la résistance armée française. Et il y a quelques jours de cela, il y a donc Laurent Wauquiez, que je ne présente plus, que tout le monde connaît, qui a écrit à mon père en lui disant « Vous êtes une des figures de la résistance qui a sauvé la France de l'oppression
et de la barbarie. Et juste une dernière parenthèse, parce que je voudrais quand même pas l'oublier, c'est l'appel du 10 juin, évidemment, de Maurice Thorez et de Jacques Duclos, qui ont déclaré « Un peuple comme le nôtre ne saura être un peuple d'esclaves ». Merci pour tous ces détails et toutes ces explications donc, sur ce qui s'est passé avant juin 41. Revenons à toi, Léon. Donc tu as pris ta carte au PCF en 1942, alors que tu avais à peine 16 ans. Donc c'était déjà bien risqué à cette date. En effet, c'est à cette date que l'armée italienne a envahi la zone sud, dite zone libre. Et c'est précisément dès cette période que tu as commencé tes premiers actes importants de résistance. Peux-tu nous raconter comment cela s'est passé à ce moment-là? Stop, et il faudrait que tu tournes la caméra. Je voulais pas t'interrompre. Effectivement, mon adhésion fut acceptée à une époque où cela n'était pas très aisé et où il n'y avait pas de précipitation, alors que je n'avais que 16 ans et demi. Mais je ne fus admis au parti qu'après avoir effectué, en compagnie de mon ami d'enfance Jean Carrara, massacré à Digne par les SS et dont une rue de Fréjus porte le nom, et Alix Macario, un ancien des brigades internationales. Nous avons accompli un des tout premiers déraillements d'un train allemand, déraillement qui a été effectué entre Vintimille et Marseille. Alors ensuite, en 1943, ton père et ton frère sont arrêtés par l'OVRA, donc la sinistre Gestapo italienne, et épouvantablement torturés tous les deux. À ce moment-là, le reste de la famille se réfugie chez un grand-oncle en Creuse. Là-bas, tu vas chercher et trouver des maquisards communistes et participer à des déraillements. À la fin du printemps 44, tu rejoins ton frère à Lyon, où tu vas intégrer le bataillon des FTP MOI Carmagnole. Effectivement, en 1943, mon père et mon frère ont été arrêtés par l'OVRA et affreusement torturés tous les deux. À mon frère, les carabiniers italiens, afin de lui faire dénoncer ses camarades, lui ont fait avaler 1 litre de pétrole et manger 1 kilo de sel. Mais comme il ne voulait rien avouer, ils lui mirent un casque qui enserre le crâne et lui fait exploser tout le cuir chevelu. Cette intense douleur lui fait perdre connaissance. Il resta 6 heures dans le coma. Toutefois, malgré toutes ses souffrances, il n'avoua rien. Afin que ces tortures ne recommencent plus, pendant plusieurs mois, il simulait la folie. Après l'arrestation de mon père et de mon frère, et étant moi-même recherché par les carabiniers, sur les directives de mes supérieurs, je suis parti avec le reste de ma famille nous réfugier chez un grand-oncle en Creuse. À peine arrivé là-bas, j'ai trouvé la liaison avec des maquisards FTPF, membres du groupe de Jean-Baptiste Virvial, avec qui j'ai participé en leur compagnie à des sabotages et à plusieurs déraillements. Au printemps 1944, mon père et mon frère, emprisonnés à Nice, ont été déportés vers l'Allemagne. En cours de route, à Dijon, ils ont réussi à s'évader grâce à l'aide des cheminots résistants. Et ils m'ont rejoint en Creuse. L'état-major régional des FTPF du Limousin, ayant appris leur évasion et leur arrivée en Creuse, a convoqué mon frère à Limoges. Roger, étant italien, il lui a été demandé s'il acceptait de partir à Lyon, où se trouvait un groupe remarquable de FTP MOI. Mais comme il y avait surtout des jeunes, ils auraient besoin de camarades plus âgés afin de les aider à s'organiser. Mon frère était donc considéré comme un ancien. Il avait 30 ans. Toutefois, après ses tortures et 8 mois de séparation d'avec son épouse et ses 2 enfants, vous comprendrez aisément que ce n'était pas un cadeau qu'on lui proposait. Mais convaincu qu'il était de son devoir, il accepta cette mutation. Il arriva à Lyon, où il intégra Carmagnole en qualité de commissaire aux effectifs, c'est-à-dire comme commandant en second du bataillon des FTP MOI Carmagnole.
mais le rythme des arrestations et des exécutions était tel qu'il me demandait à mon tour de le rejoindre pour combattre à ses côtés au sein des FTP-MOI. Je vais demander donc à Gilda si tu peux nous expliquer la différence entre les MOI et les FTP-MOI. Donc, qui a créé cette organisation de combat? Qui en furent les premiers combattants? Quelles étaient les raisons de leur engagement en tant qu'étrangers? Et comment ces bataillons étaient-ils organisés? Bon, je vais essayer de faire bref, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, mais je vais être concise. Alors, il y a la MOI, la main-d'œuvre immigrée, et les FTP-MOI, les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée. La MOI a été créée à la fin de la Première Guerre mondiale en 1923, ça s'appelait la MOE, la main-d'œuvre étrangère. C'est une branche du Parti communiste, parce qu'il était arrivé après l'épouvantable massacre de la Première Guerre mondiale, l'épouvantable carnage, manque de main-d'œuvre, et il était arrivé de nombreux étrangers en France. Les plus engagés, donc, voulant appartenir au Parti communiste français créé de peu. Et donc, au départ, ça s'est appelé la main-d'œuvre étrangère, puis on dit, mais nous, on n'est pas étrangers, on vit en France, on travaille en France, on est des immigrés. Donc, ça a pris par la suite le nom de MOI, main-d'œuvre immigrée. Durant les années 20-30. En 1940, évidemment, ça change avec la guerre, et il a fallu répondre militairement, hein, très rapidement, aux arrestations, dès le début de la guerre, massives, faites par le gouvernement français. Et parmi ces immigrés, comme l'a dit tout à l'heure mon père, il y avait pas mal d'immigrés qui arrivaient d'Espagne, les anciens brigadistes, et immédiatement, eux se sont mis à la disposition de la main-d'œuvre immigrée, donc, je répète, du Parti communiste, et ils ont donc créé une organisation de combat petite. Évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est pas un matin ils se sont levés en disant bon, on va faire les FTP-MOI. Ça s'est fait selon les régions, selon les engagements, selon la répression, évidemment, dans des régions plus fortes que d'autres, etc. Tout d'abord, ça a été donc, comme il l'a dit tout à l'heure, l'OS, l'organisation spéciale, puis par la suite, ce sont devenus les FTP-MOI. Ils sont la branche armée étrangère, donc, du Parti communiste. Leur politique générale a été définie par la direction nationale du parti, et ils étaient la branche militaire des MOI, bien entendu en liaison avec le bureau clandestin du Parti communiste. Au départ, c'était un groupe ethnique par groupe ethnique pour qu'ils se comprennent par langue, mais évidemment les pertes subies ont été telles très rapidement en 42, 43, qu'il a fallu former des groupes mixtes où il y avait tout aussi bien des juifs polonais, allemands, hongrois, des italiens, des espagnols, etc. Des Arméniens. Des Arméniens, bien évidemment, dont nous allons parler tout à l'heure. Voilà. Et c'est ensemble qu'ils luttèrent, et c'est ensemble qu'ils moururent fraternellement unis. Ces gens-là avaient un double patriotisme, en réalité, c'est-à-dire leur pays d'origine. Ils se battaient pour la libération de l'Espagne, ils se battaient pour la libération de l'Allemagne, ils se battaient pour la libération de la Pologne, mais d'abord pour celle de la France. Et pour eux, il a été hors de question d'attendre un hypothétique jour J. Voilà. Leur combat contre le fascisme, le nazisme, devait passer d'abord par l'action immédiate pour la libération de cette terre française qui était porteuse de tous ces grands idéaux révolutionnaires auxquels ils étaient attachés. Et pour eux, créer l'insécurité au sein de l'armée d'occupation, en faire la prisonnière d'un peuple qu'elle avait voulu réduire en esclavage. D'ailleurs, si on prend les noms de ces unités de combat, où c'était, je répète, vraiment une grande majorité d'étrangers ou de fils d'étrangers, d'immigrés, ces unités FTP-MOI s'appellent à Lyon Carmagnole, à Grenoble Liberté, dans la Drôme Champ du Départ, à Marseille Marat, et la 35e brigade de Toulouse est devenue à la fin de la guerre le 2e régiment Valmy. Donc vous voyez que les noms qui ont été choisis sont en référence à la grande révolution française. Et tous savaient par expérience qu'un peuple qui ne se bat pas pour sa liberté est indigne de la liberté. Et tous connaissaient la cruauté des fascistes pour l'avoir vécu dans leur chair, dans leur histoire, dans leur pays d'origine ou en Espagne. Car les plus aguerris, je répète encore une fois, d'entre eux sont les anciens des brigades internationales. Ils rêvaient tous d'un monde de paix, de fraternité, d'internationalisme prolétarien et de justice sociale.
à l'opposé de ce que nous sommes aujourd'hui, mais enfin passons. Aussi, ils se sont lancés dans la lutte armée, et pour certains d'entre eux, elle avait commencé depuis l'Espagne en 1936. Et ils ont pratiqué ce qu'on appelle la guérilla urbaine. Ils se battaient non pas dans les maquis, mais en ville, à tête découverte. C'est un combat éminemment risqué, hein, évidemment. Et c'est pour ça qu'ils furent, comme l'a dit l'ancien directeur de cabinet du ministre des Anciens Combattants, Serge Barcellini, le fer de lance du combat anti-nazi dans les agglomérations françaises de 1941 à 1944. Alors, certes, ils n'étaient pas les plus nombreux parmi la population, et ils n'étaient pas au sein de la population comme des poissons dans l'eau, comme on voudrait encore aujourd'hui le faire croire, mais risquer ainsi leur vie à chaque instant, c'était effectivement eux qui ont mené les principales actions armées dans toutes les villes où ils étaient présents. Quand je vois aujourd'hui ça c'est une parenthèse que je voulais faire, là il n'y a pas longtemps, des conférences qui sont faites par exemple sur la résistance à Lyon et que le nom de FTP-MOI n'est même pas cité, alors que les principales opérations de combat, ce sont eux qui les ont menées, je trouve ça absolument honteux. C'est une véritable chape de plomb qui continue à peser encore sur eux, et pour une bonne raison, c'est parce que c'était des communistes. Juste une parenthèse, hein, je voulais, parce qu'il y a des mots qui sont très forts, réfuter les mots qui sont employés à leur égard comme terroriste, qui est un mot qui revient sans cesse aujourd'hui, les mots attentat, ces mots-là, concernant ces immigrés, c'étaient les mots employés aussi bien par les nazis que par leurs valets vichistes à l'égard des FTP-MOI. Ils étaient des militaires et ils menaient des opérations militaires minutieusement préparées en évitant le plus possible de mettre la population civile en danger. D'ailleurs, quand on parle d'otages fusillés à la suite de leurs actions, il faut savoir que la plupart des listes d'otages étaient prises systématiquement parmi les camarades. Il leur est bien sûr arrivé de prendre des risques, mais toujours en évitant de mettre en danger la population civile. Et comme le disait François Marcot, qui était l'ancien directeur du musée de la Résistance de Besançon, quelle que soit la forme du combat des étrangers, ce qui frappe le plus, c'est son extrême intensité. Alors évidemment, il l'a dit tout à l'heure, papa, et ça n'a pas changé durant toute cette période de guerre, les actions qu'il pratiquait quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, c'était des déraillements de trains de marchandises destinés à l'Allemagne, c'était les attaques contre les troupes d'occupation, contre les collabos. Lorsqu'on leur disait patrouille en ville, ils étaient énormément stressés parce que patrouille en ville, ça voulait dire aller abattre des Allemands dans la rue à visage découvert. Et ça, c'était un énorme stress qui les hantait tous, parce que tous ont été élevés dans l'amour du genre humain, et pour eux tuer n'est pas humain en fait. Ils ont attaqué des usines, voilà, comme vient de le dire mon père, qui travaillaient pour l'occupant, évidemment, pour les moteurs d'avion, pour les camions, etc. Et comme je l'ai dit, toutes ces actions se suivaient jour après jour, nuit après nuit, plusieurs fois dans la même journée. Ce sont beaucoup de jeunes, enfin les plus vieux avaient une trentaine d'années, sinon la plupart d'entre eux avaient à peine une petite vingtaine, voilà. Et c'était un combat extrêmement dangereux, mais il fallait respecter les règles de la clandestinité, pas se réunir avec les copains, etc. Ça les obligeait à vivre en solitaire, et c'est dur à 20 ans d'être seul, de se retrouver seul dans sa chambrette le soir, évidemment, et d'être continuellement en état d'alerte. Alors non, on ne se couchait pas en pyjama, etc. Parce que le moindre bruit de voiture dans la rue, ça pouvait être à l'ébauche. Et donc, il fallait tout de suite pouvoir être en état de s'échapper par les toits ou par n'importe où. Voilà. Oui, moi, je fus arrêté le 25 juillet 1944. J'étais horriblement torturé par Barbie et par ces sbires de la Gestapo. Je suis grand mutilé de guerre, mais comme 52 de mes camarades morts sous la torture, je n'ai pas lâché un seul mot à ces tortionnaires. Je me suis évadé du sinistre Fort Montluc le 24 août 1944, au moment où une partie des troupes allemandes quittait Lyon, après avoir
4 jours auparavant, massacré 120 détenus et brûlé leur corps à Saint-Genis-Laval, parmi lesquels 3 des coprisonniers avec moi qui ont été amenés ce jour-là. Après la libération, j'ai eu l'occasion de lire un grand nombre de lettres de résistants qui allaient être fusillés. Je n'ai jamais trouvé une seule où il était écrit « Cessez les combats ». Mon camarade, mon ami, Simon Fried, blessé au combat, fut fait prisonnier. Jugé par un tribunal SS, il fut condamné à être guillotiné. À la prison Saint-Paul, au moment où ces geôliers l'emmenaient à la guillotine, il leur dit « Lâchez-moi, et je vais vous faire voir comment c'est mourir un jeune communiste. » Ils le lâchèrent et il alla tout seul se placer sous la guillotine. Pour lui rendre hommage, tous les prisonniers unanimes se mirent à chanter la Marseillaise et l'Internationale. Simon avait 21 ans et cela se passait fin 43, alors que l'occupation était encore très lourde sur toute la Côte d'Azur. Dans sa dernière lettre à sa sœur, Simon, après sa signature, il lui a écrit « Vengez-moi et nullement cessez les combats ». À Carmagnole, les nazis n'ont jamais pu se vanter d'avoir fait plier un résistant. Par ailleurs, 50% des combattants de Carmagnole Liberté sont morts au combat. Nous savions tous que participer quasi quotidiennement à des actions de sabotage du complexe industriel servant la machine nazie, attaquer les soldats allemands en plein jour et à visage découvert, cela signifiait côtoyer la mort à chaque instant. Morts sous la torture, fusillés ou décapités, les étrangers payèrent un lourd tribut, a déclaré Ralph Shore, un historien. Alors justement, en parlant d'historiens, aujourd'hui, des historiens autoproclamés en mal de reconnaissance n'hésitent même plus à fustiger les résistants qu'ils osent mettre sur le même plan que les nazis qui les torturaient. Aussi, pourrais-tu rappeler à ceux qui nous écoutent ce que nous devons à ces hommes et ces femmes qui furent le fer de lance de la résistance armée? Je viens de relater ce que fut la vie et la mort de 50% de mes camarades. Pour accepter tous ces dangers, seule la conviction que nous nous battions pour un monde meilleur nous le permettait. Cette conviction qui se change en certitude après l'écrasante victoire de l'armée rouge à Stalingrad. Ce jour-là, il fallait voir les embrassades et les éclats de rire de nos camarades. Cette victoire nous laissait entreapercevoir la fin de ce terrible carnage et nous espérions que tous les humains allaient bénéficier du bien-être que pour notre part nous avions contribué à acquérir. Si la France a pu prendre place aux côtés des Alliés le 8 mai 1945 à Berlin, lors de la capitulation sans condition des armées allemandes, c'est en grande partie grâce à nos combats. Ce programme a été écrit avec le sang de tous ceux qui se sont battus pour la France, à commencer par nous autres, immigrés ou fils d'immigrés. La France que nous voulions construire n'avait rien à voir avec celle de l'extrême droite ou des macronistes. Alors justement, que penses-tu de ces récupérations de vocabulaire ou ces récupérations politiques à des fins détournées, que sont par exemple le Front Populaire d'Onfray, le CNR, donc Conseil National de la Refondation de Macron, ou encore le CNNR, Conseil National de la Nouvelle Résistance, qu'avaient lancé Ruffin et Besancenot il y a quelques années? Bien, je crois qu'il est incontestable que ces gens-là sont prêts à toutes les falsifications possibles, pourvu qu'ils puissent paraître importants et qu'ils soient reconnus comme des falsificateurs patentés. Je connais certains de ces petits historiens qui, grâce à leur retournement de veste, sont devenus des personnages importants pour les médias et passent très souvent à la télévision.
Combien de mes camarades qui avaient des états de service exceptionnels n'ont jamais été invités à la télé? Pour se mettre en valeur, l'utilisation d'appellations et de termes utilisés par les résistants leur permettent de donner l'impression qu'ils sont des spécialistes de cette période. Ils essaient quand même, quand cela leur est possible, d'utiliser des anciens résistants. C'est ce que Ruffin avait d'ailleurs essayé de faire avec moi. Il fut d'ailleurs très mal reçu. Ces petits politiciens à la sauvette, qui aujourd'hui utilisent le nom du CNR, tout en contournant tout ce qui fait la force du véritable CNR, auquel nous devons les plus grandes avancées de notre histoire. Il ne peut pas y avoir de véritable nouveau CNR en contournant et en écartant les communistes et la classe ouvrière. Il ne peut pas y avoir de véritable nouveau CNR sans la nationalisation des banques et des entreprises stratégiques. Et surtout, pas de nouveau CNR sans une rupture franche avec l'euro et l'Union européenne, ce rouleau compresseur des peuples par les puissances capitalistes. Alors pour terminer, je voudrais, comme il se doit, qu'on parle de la panthéonisation de l'un de tes camarades de combat, même si vous n'étiez pas dans la même région. Donc je veux parler de Missak Manoukian. Donc il n'a échappé à personne que la façon dont est présenté avec insistance ce combattant communiste. Donc les macronistes et les médias qui les servent rappellent à tout bout de champ sa nationalité arménienne, mais ils éludent aussi vite qu'ils le peuvent son appartenance communiste. Alors est-ce que toi tu as été invité à cette cérémonie, toi qui es un des derniers survivants de ces valeureux bataillons, toi qui as des états de service que beaucoup peuvent envier? Tu te doutes bien que non. En effet, Missak a été présenté dans un grand nombre de médias comme résistant arménien. Il est sans doute difficile, même y compris pour un président de la République, de donner à Missak le titre dont lui et ses camarades s'honoraient de leur vivant, c'est-à-dire résistant communiste, comme un grand nombre de ses compagnons l'ont d'ailleurs écrit dans leurs dernières lettres, quelques minutes avant d'être fusillés. Par ailleurs, je reste probablement un des derniers, sinon le dernier FTP-MOI encore en vie. Je suis officier de la Légion d'honneur, grand mutilé de guerre, médaille de la résistance, décoré par l'Union soviétique pour fait de résistance, honoré de diverses autres décorations. Je suis également le président de l'amicale des anciens FTP-MOI du bataillon Carmagnole. Cela étant, il me semble qu'au moment de la panthéonisation du premier FTP-MOI bénéficiant d'un tel hommage, il aurait été logique qu'à la prise d'une telle décision, j'en sois pour le moins informé, ce qui n'a pas été le cas. Mais moi, il est vrai qu'on ne pouvait pas me présenter autrement que comme communiste, et cela n'était pas fait pour plaire même à Monsieur le Président de la République. Sachez que ce gouvernement ne panthéonise pas Missak Manouchian pour honorer les communistes, mais si possible pour gagner quelques voix chez les Arméniens aux prochaines élections. Cela étant, par courrier à 3 reprises, j'ai demandé au président de la République si les amis et les camarades de Manouchian pouvaient assister à la cérémonie. Après avoir attendu pendant 1 mois une réponse, voici ce que je viens de recevoir. À cet égard, vous avez exprimé le souhait de pouvoir assister, en compagnie des membres de votre amicale, à cette cérémonie. Soyez assurés que nos équipes gardent précieusement en mémoire votre demande et reviendront vers vous si une suite favorable pouvait vous être accordée. Réponse signée par l'équipe du dialogue citoyen. C'est probablement une équipe importante qui semble jouer un grand rôle auprès du président de la République, bien que je n'ai jamais entendu parler. Seulement, dans mon milieu de gens modestes et simples, nous interprétons une pareille réponse un peu comme « allez vous faire voir ailleurs ». Merci
Voici les remerciements de Monsieur le Président pour les combats et les sacrifices consentis par les communistes. Pour que notre pays soit libre, démocratique, indépendant et surtout souverain, ce qui va complètement à l'encontre de la voie suivie actuellement pour l'Union européenne. Je vous remercie. Ben, merci à toi, Léon. Merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. Et donc je pense que c'était assez clair pour tout le monde le rôle qu'ont joué les communistes dans la résistance et comment toi aujourd'hui tu continues à porter ce combat-là dans la situation politique actuelle. Et donc je rappelle que tu es donc président du pôle de renaissance communiste en France, donc le PRCF. La seule véritablement organisation communiste dans notre pays. Très bien. Merci beaucoup encore et à bientôt. Merci à toi.